De quelle jeunesse est-ce que tu te sens le plus proche? Est-ce que c'est de la jeunesse africaine ou de la diaspora? S'adapter à un environnement, ça prend beaucoup d'énergie. Ça va toujours prendre plus d'énergie que ce qu'on pense déjà. Moi, je pense que voyager, c'est s'enrichir d'abord soi-même. Est-ce qu'en comparant juste l'information comme ça, livrée de manière brute, est-ce que la jeunesse ne va pas croire qu'aller à l'étranger, c'est pas une réussite en fin de soi? C'est un bonheur pour moi d'être au Canada, simplement d'avoir voyagé. Parce que ça m'a ouvert l'esprit de... Donc rester dans une seule culture, pour moi, ça serait un peu m'enfermer. Et surtout que le monde évolue, quoi. Souvent, moi, je dis, c'est le projet du voyage qui amène l'argent qu'il faut pour voyager. C'est pas l'argent qui te fait voyager. Dans tout cas, quand tu veux quelque chose, tu finis par l'obtenir en fait. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre podcast Décryptor, le podcast où l'on décrypte les réalités africaines avec esprit critique et humour. Aujourd'hui, on met face à face deux réalités, deux facettes d'une même génération, la jeunesse africaine qui grandit au pays et celle qui évolue dans la diaspora. Deux visions, deux contextes, mais une même origine. Est-ce qu'on partage les mêmes aspirations? Est-ce qu'on se comprend encore? On ouvre le débat. Pour l'épisode de ce jour, nous avons une invitée qu'on va d'ailleurs se laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Carmen et j'ai 22 ans. Ça fait 4 ans que je vis au Canada. On laisse aussi notre co-animateur se présenter. Moi, c'est Ambroise, comme toujours. Ok, moi, mon nom c'est Edoro ou Serge. Et pour aller dans le vif du sujet, on va d'abord te demander de quelle jeunesse est-ce que tu te sens le plus proche? Est-ce que c'est de la jeunesse africaine ou de la jeunesse de la diaspora? En ce qui me concerne, je dirais que c'est compliqué. D'accord. Ça serait plus la jeunesse africaine, mais je me retrouve beaucoup dans celle de la diaspora parce que j'ai pas grandi dans mon pays d'origine, D'accord. même si j'ai grandi en Afrique. Ok. Et toi? Moi, je me reconnais dans la jeunesse africaine d'origine. Ok. Bon, même si ça fait quand même un bout de temps que je suis au Canada, c'est vrai que beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de manières de voir la chose ont changé. Même si moi j'ai quitté directement le Bénin pour venir au Canada. Mais il y en a qui ont fait plusieurs pays, comme Carmen par exemple. Toi tu as fait Congo-Brazza, ensuite le Canada. C'est ça. Tes amis au Congo-Brazza, ta manière de vivre, la jeunesse du Congo-Brazza, comment est-ce que, quelle est ta perception aujourd'hui par rapport à votre manière de vivre quand vous étiez là-bas, votre manière de faire? Moi, je pense que ça dépend beaucoup du niveau social de la personne. Okay. Parce que plus une personne elle a accès à des choses internationales, comme ça a été le cas de plusieurs de mes amis, plus ils ont cette vision ambivalente des choses. Parce qu'ils ont été exposés, par exemple, à l'Occident, ils ont été exposés à des choses qui viennent de là-bas, ou carrément, ils y ont vécu pendant un certain temps. Alors qu'une personne qui a rien à voir avec la France, les États-Unis, le Canada, qui regarde pas forcément des films américains, qui a pas forcément accès à toutes ces choses étrangères, elle va avoir tendance à imaginer, idéaliser les choses. Okay. Donc plus mes amis, ils avaient un contact avec l'étranger, plus ils avaient une compréhension que l'Europe et l'Occident plus généralement, c'est pas forcément le paradis, même si c'est la suite logique des choses. Ok, donc c'est pas forcément Eldorado quoi. Non, c'est pas ça. C'est une suite, parce que la majorité sont partis en Europe ou en Amérique, mais ils voient pas ça comme un idéal. Ok, mais est-ce que toi tu penses que ce serait très bien de voyager, d'aller découvrir autre chose? À l'heure actuelle, je pense que c'est nécessaire pour le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que sauf si on veut rester toute sa vie dans le même pays, la même ville, c'est une vision des choses. Mais en ce qui me concerne, j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir du pays, de découvrir des trucs, parce que j'ai toujours grandi dans plusieurs cultures. Okay. Donc rester dans une seule culture, pour moi, ça serait un peu m'enfermer. Et surtout que le monde évolue, quoi. Genre, la dernière fois que je suis retournée au Congo, il y a beaucoup de choses qui avaient changé, que ça soit au niveau du commerce, au niveau de la façon dont les gens parlent, le style vestimentaire. Donc, se forcer à rester dans la même culture, ça va forcément te rattraper tôt ou tard, je trouve. Mais est-ce que tu penses que ça t'enrichit? Ça t'enrichit plutôt? Oui et non. C'est souvent ça mes réponses, mais oui et non. D'un côté, oui, parce que j'ai une perspective qui est très très mixte. Oui. Mais de l'autre côté, le fait de pas avoir grandi, par exemple, dans le pays de mes parents, c'est quelque chose qui fait que j'ai pas leur culture. Okay. J'ai des aspects de leur culture, mais j'ai pas leur façon de parler, j'ai pas forcément le style musical, les langues, la nourriture. C'est des choses qui sont très très effacées chez moi, que j'ai en petites touches, mais c'est pas ma culture. Donc j'ai la culture des autres, mais moins la mienne, entre guillemets. Mais ça veut dire... Oui. Ouais, vas-y. Non, pose ta question. Je voulais te poser une question. En fait, est-ce que tu penses que tu as un manque par rapport à cet aspect de voyager un peu plus tôt, même si tu as voyagé quand même?
Voyager un peu plus tôt, moi je peux pas me prononcer parce que moi j'ai voyagé un peu plus tard quand même. Donc ça veut dire que moi... Oui, je te demande, est-ce que tu penses que tu as un manque? Est-ce que tu as senti un manque? Actuellement, je ne pense pas qu'il y ait un manque, mais c'est plutôt, ça vient donner du sens à beaucoup de choses que tu voyais en étant au pays ou à beaucoup de choses que tu ne comprenais pas forcément. Moi, je pense l'idéal pour le côté juste culturel, social, serait d'avoir quand même une base solide chez soi, d'avoir cette culture, d'avoir ce code culturel, que ce soit vestimentaire, lié à la musique, à toutes sortes de choses, avant maintenant de s'ouvrir au monde. Maintenant, le problème, c'est que il n'y a pas un idéal de vie pour chaque personne, ça dépend de ta personnalité. Quelqu'un, par exemple, peut rester dans son pays d'origine pendant 15-10 ans et venir juste les premiers jours, son pays va commencer par lui manquer et tout ça. Et une autre personne peut quitter son habitat, c'est-à-dire sa culture de base, et fait 15... Il y en a plein, il y a des gens qui sont venus en Europe qui ne sont plus rentrés dans leur pays depuis. Donc ça dépend d'abord comment ils vivaient au pays, donc de ce qu'elle avait, du statut social que la personne avait au pays, et du statut qu'il est venu avoir dans un autre pays aussi. C'est vrai. Maintenant, est-ce que en vivant ce contraste de l'Afrique, de l'Occident, de l'Europe, du Canada et tout ça, est-ce que tu penses qu'il y a une différence dans la manière dont les gens se définissent la réussite? Est-ce qu'en Afrique c'est différent de l'Europe ici? Je dirais oui, en majorité, parce que moi j'ai été dans une école où on nous a pas vraiment donné l'option de s'arrêter au lycée par exemple. Il y a plein de pays où ça se fait, arrêter au lycée et puis continuer l'entreprise familiale ou plein de choses comme ça. Mais pour nous, dans ma classe avec mes amis, c'était évident qu'on allait tous partir faire des études de quelque chose, que ce soit quelque chose de technique ou quelque chose de long ou peu importe. Donc la porte de sortie idéale, c'était forcément l'Europe ou les États-Unis ou le Canada, parce qu'ils ont de meilleures écoles. Mais là encore, il faut avoir les moyens de faire, que ça soit au niveau des notes, que ça soit au niveau de l'argent, et c'est pas forcément tout le monde qui a ça. Maintenant, avec les personnes qui sont plus locales, qui restent plus entre elles, je pense qu'ils voient ça comme une réussite en soi d'être en Occident. Pas forcément ce que tu fais là-bas. Alors que nous, être en Occident juste pour être en Occident, ça n'a aucun sens. Pour mon cercle d'amis proches plutôt. Mais tant qu'on fait quelque chose de concret ici, c'est tant mieux. Mais si on fait rien, ça n'a pas de sens. Ok. Comprends. On est là pour une raison. Ouais, c'est un peu ça. Mais le problème aujourd'hui, je ne vais pas dire, est-ce que c'est la faute à d'autres choses dont on ne va pas parler ici. Pourquoi la jeunesse se sent plus obligée de venir, d'aller forcément en Occident, genre, que ce soit pour les mauvaises raisons ou pas. L'habitude, tu vois des vidéos sur TikTok, sur Facebook, sur Insta, où les personnes parlent des secrets cachés de l'immigration, par exemple, de ce que les gens vivent réellement ici. Et tu vois dans les commentaires, tu vois sur 100 commentaires, 99, tu ne vas pas nous décourager, nous aussi nous allons venir voir. Est-ce que tu penses que quelque part, c'est une idéalisation de la manière dont ils idéalisent l'Occident, de la réussite, de tout ça? Est-ce que c'est ça qui impacte sur eux ou c'est plutôt le manque d'opportunités et qui manque actuellement dans nos différents pays en fait? Tu veux que je réponde? Ouais, réponds. Ok. En fait, écoutez-moi très bien. Voyager. Faut voyager. Voyager. Ne pas prendre la route, tu penses que je vais aller là. Okay. Peu importe la raison pour laquelle voyager. D'accord. Moi, c'est le premier conseil que je donne à mes amis. Je leur dis toujours de voyager. Peu importe la raison. Moi, j'ai essayé d'aller au Maroc, d'aller en Arabie Saoudite, ou plein de pays. Quand j'ai décidé de voyager, je voulais voyager. Mon but, c'était d'aller en France. Chance ou malchance, je ne sais pas. Mais le campus n'a pas marché. Et quand on ne marchait pas, la position du Canada marchait. Donc, je suis venu au Canada. Mais quand je suis venu, honnêtement, jusqu'aujourd'hui, je ne regrette pas. C'est un bonheur pour moi d'être au Canada. Simplement d'avoir voyagé. Parce que ça m'a ouvert l'esprit de ouf. Ça a changé ma manière de voir beaucoup trop de choses. Tu vois? Donc, il y a ce côté difficile, oui, de tous les jours. Mais qu'est-ce qui est facile dans la vie au fond? Est-ce qu'on va préférer rester là où on est né, toute notre vie, ne voir que ça, ou bien aller découvrir autre chose? Pour moi, je pense que voyager, c'est s'enrichir d'abord soi-même. Et quand tu parles d'enrichir, il faut préciser. Quand tu, non, je ne parle pas financièrement. Voilà, je ne parle pas d'argent. C'est s'enrichir en tant qu'homme, culturel, social, rencontrer d'autres personnes. Déjà, c'est un. L'autre chose, on est dans un monde. Il y a plein de pays dans le monde. Minimum voyager. Simplement, aller simplement dans un autre pays. Ne serait-ce que pour dire, j'ai voyagé quand même. Moi, j'ai aidé plein d'amis, et tu le sais, à venir ici. Mais, l'objectif pour moi simplement, c'était de leur permettre de voyager. Parce que je me disais, la réalité dans laquelle on est en Afrique généralement, ça nous enferme. Et l'Arabie Saoudite,
on n'a pas l'esprit totalement ouvert pour aller vers des choses. Tu vois. Par exemple, ce podcast qu'on a décidé de lancer. Tu en as eu l'idée. Je me suis dit, lançons. En Afrique, on sera là à réfléchir. Quand est-ce qu'on va lancer? Alors que là, on y est. Tu vois, plein d'autres choses. Donc, moi, je pense que il faut voyager. Ça, c'est un conseil que je vous donne, voyager, simplement. Je ne sais pas si Carmen a un truc à ajouter. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Ça rend les gens plus... On a plus de perspectives quand on voyage. Quand on reste dans le même environnement, avec les mêmes personnes, avec la même culture, on voit les choses forcément d'une certaine façon. Et on peut pas ouvrir les yeux sur tout. Ouais, il y a des choses, on n'a même pas conscience que ça existe, comment les gens ils vivent au Japon, ce qui est normal, ce qui est pas normal. Et même si on n'accepte pas forcément, même si on n'aime pas forcément, au moins on sait. Donc pour moi, c'est très important. Mais là où ça devient un problème, c'est que beaucoup de gens, en tout cas la jeunesse africaine, quand ils voyagent et qu'ils reviennent, leur perspective, elle change et ils arrivent pas forcément à se réadapter à l'endroit qu'ils ont laissé. Ils oublient que la culture d'où ils viennent, elle va pas forcément changer comme eux ils ont changé. Personne, en fait, voilà. C'est ça. Et ça, ce qu'elle dit, c'est très intéressant parce que c'est ce qui arrive généralement. Parce que, en fait, c'est comme ce que disait un écrivain. Au fond, il faut savoir que la culture, c'est la seule chose qui reste lorsque tout disparaît. Donc, c'est pas parce que nous on vient que ça va changer quelque chose, non. C'est pas parce que tu es parti quelque part que ça va changer. Les gens rentrent avec des idées, ils veulent tout changer. Non. Du jour au lendemain, en fait. Et c'est là que ça commence à créer des problèmes. Ils ramènent des idées d'ailleurs et pensent que ça va marcher. Ils oublient, en fait, d'où ils viennent. Parce qu'ils sont partis. Justement. Il faut pas oublier. Et je voulais apprécier un truc. Voyager, c'est pas une question d'argent. Pour moi, voyager, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens. C'est une question d'abord de décision personnelle. De je veux voyager. Après, souvent, moi, je dis, c'est le projet de voyage qui amène l'argent qu'il faut pour voyager. C'est pas l'argent qui te fait voyager. Dans tous les cas, quand tu veux quelque chose, tu finis par l'obtenir, en fait. Et donc, souvent, les gens disent, non, j'ai pas d'argent. Il y a des gens qui disent qu'ils vont faire admission quand même. Et puis, ils te disent, tu leur dis le montant de l'admission, ils disent, ah, moi, je ne peux pas faire ça. Je dis, mais donc, tu veux pas voyager? C'est ça. Parce que si tu veux voyager, tu vas d'abord commencer. Comment pas, au moins pas essayer de chercher l'argent de l'admission. Simplement. Il y a plein d'autres choses. Donc, je voulais juste préciser ça. Et pour revenir sur ce que Carmen disait, c'est que on ne pourra pas changer les choses brusquement. On revient avec les réalités d'ici, avec tout ce qu'on a appris. Mais c'est avec le temps qu'on pourra l'implanter, discuter, pouvoir déjà commencer par changer nous-mêmes notre cadre avant d'aller à un niveau plus. Parce que quand on vient comme ça, on cherche à changer, les gens commencent par vous voir comme si, genre, vous jouez aux intellectuels, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors qu'on n'a rien demandé. Est-ce que, de ce point de vue, est-ce que ici, tu as l'impression que la jeunesse a plus de pouvoir de, je vais pas dire s'exprimer, de s'ouvrir à plus de choses, d'avoir des opportunités, de se réaliser qu'en Afrique? Est-ce qu'on a l'impression que la jeunesse est plus, est-ce que la jeunesse est plus sollicitée par rapport en Afrique, en fait? Je dirais que ça dépend. Ouais. Ça dépend de quoi? Parce que, je vais prendre l'exemple de Montréal parce que c'est ici qu'on est. Je vois pas forcément les difficultés en dehors du fait qu'on est étranger et qu'on doit s'adapter en même temps. Ouais. S'adapter à un environnement, ça prend beaucoup d'énergie. Ça va toujours prendre plus d'énergie que ce qu'on pense déjà. Mais une fois qu'on s'est adapté à l'environnement, qu'on sait à peu près comment ça marche, il faut juste du courage pour se donner les moyens de réussir à faire quelque chose, que ce soit académiquement, professionnellement, en termes de relations, de liens. On peut se donner les moyens de le faire après avoir eu ce temps de latence-là. Mais en Afrique, on a déjà cette base. Donc si on veut créer quelque chose, peut-être qu'il faudra trouver les fonds ou les personnes qui ont les mêmes idéologies, mais on n'a pas besoin de s'adapter à un environnement parce qu'on est déjà dedans. C'est sûr qu'en termes d'opportunités économiques, ça varie en fonction des pays et c'est plus ou moins difficile. Je vais pas me prononcer là-dessus parce que honnêtement, j'ai jamais travaillé en Afrique. J'ai pas connu de gens qui cherchent du travail en Afrique en tant qu'adulte, donc je pourrais pas le dire. Mais je sais que le fait de pas avoir à s'adapter et d'avoir déjà les ressources, les contacts, ça facilite sur plein de points. Okay. Oui, mais seulement que, pour appuyer ce qu'elle dit, en Afrique, il y a pas le cadre. La jeunesse est beaucoup plus sollicitée ici. Mais en Afrique, il y a pas, on ne sent pas, tu as le potentiel, mais tu ne sais pas comment développer ça. Parce que c'est vrai que pour s'adapter ici, il faut beaucoup d'énergie. Seulement que mentalement, on est souvent prêt. Très souvent. En voyageant, on est souvent prêt. On se dit, on a laissé quelque chose de très pénible. Donc, souvent, on se dit que ça ne sera pas pire ici.
Si bien que ça prend plus d'énergie, mais il y a plus d'opportunités. Peu importe l'emploi, le boulot, le job que quelqu'un occupe ici, la personne l'occupe quand même. Et ça le suffit. Ça le rend homme, ça le rend humain. Il fait quelque chose. Même si l'argent, c'est pas beaucoup, mais il gagne quelque chose. Il arrive à faire quelque chose de cette. Mais ça, c'est parce que eux, ils ont le privilège de choisir ce qu'ils veulent réellement faire. C'est vrai. Ici. C'est ça, ils ont le privilège de choisir ça. Donc, ici, qu'ils gagnent ou pas, en fait, il est toujours enthousiasmé d'aller sur voilà. son travail. En Afrique, c'est pas comme ça. Si je dirais que ça dépend des réalités. Non, mais... Je dirais que ça dépend des réalités parce que... Oui, vas-y. En vérité, ça dépend de chaque ville, ça dépend de chaque pays, ça dépend de chaque cercle social. Encore une fois, j'ai pas grandi dans tous les pays d'Afrique. Je me prononcerai pas sur eux, mais dans les réalités du Congo-Brazza, à partir du moment où tu as certains moyens, que ce soit en termes de finances ou en termes de network, tu peux trouver des ressources pour tes projets. Il y a des gens que je connais pas forcément personnellement. Je sais qu'ils ont réussi sur les réseaux sociaux parce qu'ils se sont donné les moyens et que leur famille peut-être avait les moyens ou qu'ils connaissaient des gens dont la famille avait les moyens. Donc ça dépend encore une fois du niveau d'éducation, de liens sociaux, de toutes ces choses-là. Ici, c'est plus facile entre guillemets parce que les choses sont plus modernisées. Donc on sait comment manipuler les outils, on n'a plus forcément besoin des gens. Mais encore une fois, si tu veux partir d'un pays d'Afrique, tu peux partir d'un pays d'Afrique à un autre. Tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller en Éthiopie, peut-être s'il y a un business qui fleurit, tu peux aller en Afrique du Nord, dépendamment. Ça dépend encore une fois de quelle Afrique on parle. Oui, je comprends ce que tu dis. Ça dépend de quelle Afrique on parle. Mais l'Afrique en général, la jeunesse africaine crie tout le temps chômage. C'est vrai. On est d'accord. Donc, la jeunesse africaine n'est pas une jeunesse paresseuse. C'est pas des gens qui ne veulent pas travailler. C'est des gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas l'opportunité pour travailler. Ils trouvent pas. Ils trouvent pas. C'est pour ça souvent, il y a une comparaison bizarre, je dis, il y a des gens en Afrique qui disent, il y a des gens ici, souvent, quand on vient, on commence pas à travailler, et après on s'adapte. Ça prend beaucoup d'énergie, comme l'a dit Kamel. Beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie, honnêtement. Ça dépend. Ah non, attention. Non, ça dépend. et puis à un moment donné, des gens, ça dépend. Ça dépend de... Non, je comprends ce que tu dis aussi. Mais quand tu veux t'adapter comme ça prend d'énergie. Et à un moment donné, tu peux tomber dans ce piège-là, où tu te dis, on a l'impression que ceux qui sont en Afrique sont des paresseux. Tu comprends? Parce que ici il y a le travail. Il y a le travail, on travaille. On a l'impression que ceux qui sont en Afrique sont des paresseux. Une fois, j'ai dit à quelqu'un, est-ce que toi, tu as déjà fait aide-maçon une fois au Bénin? La personne a dit non, j'ai dit voilà. Tu connais aide-maçon? Ceux qui construisent les manœuvres, chantier de construction. Voilà. Je lui ai posé la question, j'ai dit non, j'ai dit ok, moi je l'ai fait. Je t'ai juste posé la question pour prouver un truc. C'est que celui qui fait aide-maçon au pays, à la fin de la journée, il a 1000 francs. 2,5 $. Toi, tu vas peut-être dans un McDo, tu travailles, c'est difficile, hein, mais à la fin, tu n'as pas et moins de 2 $. Tu n'as pas moins de 2,5 $. Tu as minimum en francs CFA autour de 50 000 francs CFA. Donc, faut pas dire que... Donc, celui qui fait aide-maçon au Bénin, imagine s'il vient ici. Avec toute l'énergie là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois? Le problème, c'est l'opportunité. Il n'y a pas vraiment d'opportunité en Afrique. C'est vrai que ça dépend. Pour la jeunesse. Oui, pour la jeunesse. Ouais. Ça part d'un pays à un autre. Ça dépend aussi des conditions. Oui, si tes parents sont plus ou moins, ont quand même beaucoup plus fait le boulot, ont créé le réseau, financièrement sont beaucoup plus stables. Ça facilite le choc. Parce que tu ne peux pas être dans le commun des mortels comme nous autres. Tu n'auras pas trop de... Mais, dans tous les cas, le problème du chômage fait que, ici, dès qu'on vient ici, on se dit, bon, c'est l'Eldorado, quoi. Si bien que, parfois, on tombe dans l'autre piège, là aussi. On va revenir sur ça. Les Africains restent juste dans les petits boulots, là, quoi. Dans les jobs. Ils ne visent plus haut. Parce que, on n'avait rien. On a trouvé ça, là. Mais est-ce que, quand tu venais de comparer les salaires journaliers en Afrique, par exemple, par rapport à quelqu'un qui fait un travail plus épuisant, qu'un travail moins épuisant, c'est qu'il gagne moins. Est-ce que, en comparant juste l'information comme ça, livrée de manière prudente, la jeunesse ne va pas croire que aller à l'étranger, c'est pas une réussite en fin de soi? Non, mais pour moi, de toute façon, c'est une réussite d'abord. Pour moi, c'est une réussite de base, banale. C'est une réussite de vie. C'est une réussite, je dis souvent humaine. C'est un être humain qui a réussi quelque chose, à voyager. Mais minimum, il découvre autre chose. Ouais, c'est ça, maintenant, ça, c'est autre chose. Maintenant, quand on parle de boulot,
de job, de trucs là. Tout est financier. Donc, le pouvoir d'achat ici, on peut pas comparer ça à l'Afrique. C'est ça. C'est vrai. C'est tout ça. Donc, c'est différent. C'est vrai que les charges ici, c'est beaucoup plus autre chose. On peut pas comparer le 1 dollar au franc CFA en Afrique. Non. On sait que les charges que le 1 dollar couvre, le 1 franc en Afrique ne couvre pas du tout. C'est pas la même chose. Mais, de toute façon, voyager, ne serait-ce que pour le bonheur de voyager, quoi. En termes d'opportunités et de blocage, quelle jeunesse est plus confrontée à des blocages et laquelle a plus d'opportunités entre celle de la diaspora et celle du... Ma réponse, ça va toujours être ça dépend. Ouais, c'est correct. Je vais toujours dire que ça dépend parce que ici, en termes d'argent, on a plus d'opportunités parce que même si on a un job à temps partiel en tant qu'étudiant, on peut couvrir peut-être une partie du loyer ou bien les transports ou le téléphone ou ce genre de choses, ce qui sera pas forcément le cas en Afrique. Mais encore une fois, si ça s'arrête à financièrement, je pense que c'est là l'avantage. Ils voient pas tout ce que ça coûte socialement parlant, en termes de famille, en termes de psychologie, en termes d'adaptation. Il y a des gens, on va te donner un truc tout bête, c'est l'hiver ici. L'hiver qu'on a passé, c'est un des pires hivers depuis, je pense, les années 70. Ouais. Il y a des gens qui tombent vraiment malades à cause de ce genre de choses. Oui. Ils ont pas l'énergie, leur corps est pas fait. Donc, si tu vas en Afrique, peu importe le pays d'ailleurs, tu as une notion des choses, que ce soit en termes de climat, en termes d'habitude, en termes de façon de se comporter, en termes de société, et tu auras des opportunités qui seront tout simplement différentes. Tu auras des perspectives qui seront juste différentes. Donc ça veut dire, d'un milieu comme de l'autre, il y a les opportunités. C'est juste pas Sauf les que c'est pas les mêmes opportunités. C'est pas les mêmes. Oui, et pour appuyer ce qu'elle dit, c'est vrai, elle a bien résumé ça. Socialement, elle a dit ça s'arrête financièrement, Ouais, mais socialement. Moi, par exemple, j'ai pas vu mes frères grandir. Ça, par exemple, ça m'énerve, ça me fait mal. Je les ai pas vus grandir. Depuis 2020, je suis là. Donc, je les ai pas vus grandir. Des gens que j'ai laissés, qui étaient en 4e, ont eu le bac. Ou bien ils sont en terminale maintenant, tu vois. Je les ai pas vus grandir. Quand je les vois en photo, je me dis, mais c'est les gens que j'ai laissés là, ça. Mais tu vois, c'est un choc pour moi. Ça me fait mal quelque part. Mais c'est un mal pour un bien. C'est pas que je suis allé quelque part, j'arrive quand même à les aider comme je peux. Donc, ça apprend beaucoup de choses. L'hiver, c'est pas facile. Surtout le premier hiver. Quand on traverse son premier hiver, c'est là où on se rend compte qu'on est venu là. Mais ça veut dire qu'en fin de compte, c'est équilibré. Mais ça veut dire que, avant que tu ne remarques que ce soit équilibré, il faut que tu viennes ici, en fait. Parce que quand tu es au pays, tu penses immédiatement qu'il y a un déséquilibre. Parce que l'autre là-bas, tu vas à l'école, tu travailles, alors qu'au pays, l'école c'est de 8h à 19h, à l'université, même jusqu'au master c'est de 8h à 19h, tu n'as pas le temps de travailler, tu prends du l'argent chez les parents. Donc, quand tu n'as pas vu la réalité en face, que tu n'as pas vécu ça, on regarde toujours que, en fait, les autres sont plus avantageux que nous. C'est ce qui pousse même d'ailleurs beaucoup à vouloir forcément venir, Oui, peu importe les moyens. mais pour moi, c'est pas équilibré. C'est déséquilibré. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on voyage, c'est mieux, quoi. Ça, Mais c'est pas équilibré. Est-ce que psychologiquement, pour la jeunesse de la diaspora, psychologiquement, il faut plus d'efforts? Et les efforts sur le plan psychologique ne peuvent pas être comparés à des efforts sur le plan physique. Je vais te poser une question. Quelle est la vie d'un être humain qui ne travaille pas? C'est quoi sa vie? Quelle est la vie d'un être humain qui finit les études et continue pas à prendre de l'argent de ses parents? Là, il y a une autre pression psychologique encore. Voilà. vrai. Donc, quand tu parles de pression En plus, psychologique, travail, c'est plus de base. voilà. La vrai. pression psychologique, il y a la pression psychologique positive qui est liée au fait que on est ici. Tu vois, quand même, tu es à l'Université de Montréal, tu sais la pression qu'il y a à l'Université de Montréal avec les travaux, tu y es aussi. Mais on aime ça. On sait qu'on y est, qu'on C'est est en un train objectif. d'étudier Pour une raison, pour un objectif. dans la plus grande université francophone du monde. Donc, c'est quelque chose, on aime ça. En plus, à côté, il faut travailler. Donc, tu dois étudier et travailler. Tu te découvres beaucoup plus. Maintenant, tu es quelque part dans un endroit où tu viens de finir l'université. Tu n'as pas de perspective. Tu as déposé stage à gauche, à droite. Tu n'as pas eu d'emploi. Tes parents sont encore obligés de t'aider. Cette pression, c'est ça qui va t'amener à déprimer rapidement. Alors que l'autre pression ici, même si ça peut te pousser parfois à déprimer, mais tu peux quand même te reprendre en te disant, bon, quand même, je me suffis. J'ai un objectif. Voilà. Si tu as un truc à ajouter. Tu as raison pour la majeure partie, Oui. mais je trouve qu'on sous-estime beaucoup la psychologie quand même. Oui. Parce que, en fait, nous, on est arrivé à une période où il y avait déjà du monde qui était là. Oui. On est arrivé à une période où on a des cousins, ou bien des amis, ou bien des amis d'amis. Par exemple, le fait de vivre
entouré d'autres étudiants qui vivent la même expérience que nous, ça forge des liens. Oui. Si on prend quelqu'un qui va aller étudier en Russie, par exemple, il est seul, il y a personne de sa communauté, personne de sa culture, on le comprend pas, les gens sont pas forcément ouverts, ce genre de choses, ça peut être beaucoup plus difficile. C'est parce que nous, on est arrivé au bon moment, entre guillemets. Il y a des personnes qui vont aller dans je sais pas quel pays, peut-être en Chine, il y aura personne. C'est ça. Il y aura personne. C'est parce qu'on n'est pas les premiers qu'on peut se permettre de dire ça. Quelqu'un d'autre aurait fait la même chose, il serait reparti parce qu'il aurait dit je peux pas. Non, je suis totalement d'accord sur ce point-là. Actuellement, Seulement que moi, je me dis, ce que ça coûte d'être au pays, psychologiquement, c'est plus fort que ce que ça coûte d'être ici psychologiquement. Tu comprends? Parce que, genre, pour moi, je me dis souvent, c'est un mode en fait, le problème, c'est que C'est ici, au toujours moins, bien. tu as un objectif. C'est ça. Tu sais qu'il y a une vision à long terme, mais au pays, en fait, tu ne vois rien, tout est flou, en fait. Voilà. Même Alors, si tu as le diplôme, tu as les compétences, même le stage, d'abord, c'est compliqué de le trouver, en fait. tu vois, c'est pour ça vrai. que je disais que, c'est pour ça que je dis que, au moins, tu as une vision, tu as un objectif. Imagine, l'Université de Montréal, c'est difficile, mais tu sais qu'à la fin, tu vas graduer. Regarde le bonheur qu'on a quand on gradue. Marcher sous cette musique-là, je te le souhaite. Je te le souhaite aussi, quand même. Marcher sous cette musique-là, genre ça te transcende, ça te rend fier. Mais tu as ça. En Afrique, tu n'as rien à l'horizon. On peut pas vivre comme ça. Surtout qu'arriver à un âge où tu as envie de prendre de l'indépendance et que tu n'as pas les moyens, tu n'as pas du tout de repères, je pense psychologiquement, ça s'équilibre aussi. Alors que l'indépendance est aussi une indépendance, elle est aussi d'abord financière. Est-ce que tu arrives à te suffire? C'est pas d'abord l'indépendance, c'est financière. Non, non, elle peut être psychologique aussi, mais financière. L'indépendance, c'est financière. Non, Psychologique, si tu veux. parce que, La psychologie, quelle psychologie va payer le loyer? quand même, je suppose, L'indépendance, c'est financière. quand même, je suppose que, par exemple, le jour où tu vas te décider de couper les ponts avec tes parents, ou bien de dire, ok, papa, je ne veux plus rien recevoir de vous, rien du tout. C'est parce que tu aurais eu un emploi, quelque chose de... Mais imagine, tu es en Afrique, tu n'as rien de tout ça. Tu vois, Même en Afrique, ceux qui sont indépendants financièrement et indépendants des parents en Afrique, c'est parce qu'ils ont quand même un emploi, Ouais, c'est c'est un job, quelque chose qui les occupe. Et avec ça, ils se suffisent. Donc, moi, je pense que la pression psychologique qu'on a d'être en Afrique, elle est 10 000 fois plus grande que la pression psychologique qu'on a de vivre ici. Genre, ça, c'est mon avis. Non, expliquer comme ça se comprend parce que Ça se comprend. avoir 25 ans et être chez les parents avec les petits frères et tout ça, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Souvent, on sous-estime ça, mais c'est pas facile. C'est pas faux. C'est pas faux. Maintenant, en termes de mentalité et de rêve, quels sont les rêves typiques quand on est en Afrique? Surtout qu'on sait que chez nous, genre le chemin de la réussite, c'est idéalisé, c'est aller à l'école, trouver un travail, fonder une famille, construire quelque chose. Ça peut être le rêve de quelqu'un qui a uniquement vécu en Afrique. Maintenant, comparé à quelqu'un qui est dans la diaspora, est-ce que ce rêve peut changer? Est-ce qu'il peut se bonifier? Est-ce que ça peut totalement déconstruire ce rêve? Ou est-ce que ça peut lui le pousser à avoir toujours cette même mentalité? Moi, je pense que c'est plutôt comment on va l'atteindre. La vie fait que de toutes les façons, on va revoir des choses. Ouais. On peut pas se dire, j'ai un plan. C'est comme tout le monde pense que quand on est petit, on va trouver un travail dès qu'on sort de l'université et on va pouvoir acheter une voiture et acheter une maison. Et après avoir la maison, on va se trouver un mari ou une femme et avoir je sais pas combien d'enfants avec le chien dans le jardin. C'est forcément, les choses, elles changent. Moi, je me voyais pas à 22 ans être dans la situation dans laquelle je suis actuellement. Moi, je pensais qu'à 22 ans, je serais déjà riche. J'aurais déjà quelque chose, peut-être j'aurais un business quelque part. C'est pas forcément le cas aujourd'hui. Okay. Donc, on revoit ses perspectives. Mais si je veux forcément avoir un travail, me marier, avoir des enfants à la maison, le chien, encore une fois, j'ai l'opportunité de me dire, si je peux rester ici et le faire ici, je le ferai. Si je peux rester ailleurs et le faire ailleurs, je le ferai. J'ai le choix. J'ai le choix et je ferai en fonction des réalités que j'ai à ce moment-là. En ce qui me concerne, si j'ai l'opportunité de rester ici et que je veux le faire, je l'alignerai en fonction de ma carrière, en fonction de l'indépendance que je veux prendre. Mais quand tu es en Afrique, peut-être que je mettrai le fait d'avoir une famille avant le fait d'avoir un travail parce que ça va être plus facile d'avoir un et pas l'autre. Ici, c'est plus facile d'avoir une carrière, à mon sens, que d'avoir une relation stable. Donc, je vais favoriser la carrière. Mais ça, c'est à mon sens. Ouais, c'est Ah ça. bon? Non, c'est ça, c'est logique. En famille, non, en Afrique plutôt, c'est plus facile d'avoir une famille. Dès que tu commences à prendre de l'âge, on commence à te mettre la pression. C'est ça. Il faut que Trouve-moi tu aies, quelqu'un, ramène quelqu'un. il faut que tu aies des petits-fils.
Donc en Afrique, parfois la famille passe avant le travail. Oui, mais en fait, la manière dont elle a dit. Non, c'est la manière Peut-être dont pour elle a une fille, expliqué ça. peut-être pour une femme. Peut-être pour une femme. Parce que je sais que ici, si je trouve un bon projet Oui. et que je me donne à fond dans ce projet, je sais que tant que je gère bien les choses, il va m'amener quelque part. Ok. Alors que avoir une relation, c'est pas forcément certain parce que ça dépend de ce que je veux faire et d'où je veux être et de comment. Je peux pas me dire, oh, demain je vais me marier avec ce jeune homme là-bas. Et puis, en fait, l'année d'après, lui aussi, c'est un immigrant, en fait, il veut partir. Comment on fait? Moi, je veux rester ici, lui, il veut partir. Il vient de je sais pas quel pays. C'est moins facile de trouver quelqu'un. Alors que si j'étais en Afrique, dans mon pays, je sais que j'ai toujours vécu là, je vais toujours vivre là. Lui aussi, il a toujours vécu là, il va toujours vivre là. On se met ensemble, c'est bon. Mais là, je prends une carrière d'abord. Non. La manière dont elle a expliqué, je comprends parfaitement. Je suis totalement d'accord. Mais je suis totalement, en fait, c'était un peu trop brutal, quoi. Non, mais c'est la vérité. Non, tu vas pas finir seul, tu vas pas finir seul, t'inquiète. Non, la manière dont elle a dit, genre, on peut pas avoir le temps de la relation. Mais c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. Non, j'admets, je comprends, parce que ce sont les pays d'immigrants qui sont comme ça. Parce que vous venez d'horizons divers, donc vous venez d'un peu de partout. Et dans les discussions, c'est souvent difficile d'arriver à avoir cette compromission-là. En plus, c'est surtout parce que chacun vient avec son objectif, en fait. C'est ça. Oui, et on ne sait pas toujours. C'est ça. C'est ça. C'est pas toujours. Je comprends, on ne sait pas toujours. Mais toujours est-il que moi, je comprends et je dis souvent, la manière de voir les choses en Afrique sera forcément différente de la manière de voir les choses ici. Ça, c'est clair. Forcément. Et comme elle l'a expliqué ici, c'est on veut d'abord le projet, on veut d'abord un emploi, on veut d'abord une certaine stabilité. Et puis ce qui est bien, c'est que les gens ne te pressent pas. Contrairement à l'Afrique. Même quand tu es ici, moi je sais le coup de pression que je reçois de l'Afrique, de mes parents. Non, tu vois. Pour te marier? Ouais, pour me Pour marier. avoir un travail. Non, pas pour avoir un travail, justement. Pour me marier. Ils ont pris plus pour la sécurité que le travail. Hein? On pris plus pour que tu aies un enfant que de travail. Ah, ça. Bizarrement. Alors que... Quand tu vas demander qu'est-ce que les enfants, ils vont te dire que les enfants ne peuvent pas manger du sable. Du sable. Dans tous les cas, ils vont manger, en fait. Donc, généralement, ce sont nos réalités africaines, c'est la réalité de la vie aussi. Parfois, quand l'âge commence par évoluer aussi, il faut y penser. Si c'est ton objectif aussi, il faut y penser. Donc... Là, tu as dit c'est ton objectif. En fait, c'est peut-être en venant ici que certains auront la compréhension de dire avoir un enfant ou bien se marier n'est pas une finalité dans la vie. Alors qu'en Afrique, c'est considéré comme un but ultime. C'est-à-dire, à un âge donné, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu sois marié. Alors qu'en venant ici, c'est pas ça, en fait. Tu n'es pas obligé de te marier, tu es obligé d'avoir un enfant. Pourquoi faire? Non, mais même en Afrique, c'est comme ça. Non, Seulement que la pression sociale... C'est ça. Non, la Il y en a pression... qui veulent pas d'enfants en Afrique, mais ils se taisent. Et, Selon moi. et ils font l'enfant. C'est ça? Selon moi. Mais ils font parce que on les met la pression de partout. Et c'est ça. Ouais, je suis totalement d'accord. ça. J'admets, parce que la pression vient vraiment de partout. La pression, en Afrique, la pression vient de partout. Que ce En soit les Afrique. voisins, la famille, la grande famille, la belle famille. Partout. Je connais aucun Africain en Afrique Oui. qui dit je veux pas d'enfant. Et personne Et dit qu'il a dit lui-même. Ça, c'est vrai. il dit je veux pas d'enfant et non. Je sais pas, Non, moi, j'ai pas encore. non, c'est pas possible en Afrique, vraiment. De dire je ne veux pas d'enfant, personne ne va rien dire. Ici, il Même peut quand tu dire vas dire là-bas. ça, ils vont dire que c'est peut-être parce que tu es stérile et que tu caches ça. Oui, ça c'est On connaît vrai. bien l'Africain. Peut-être. Ça c'est vrai. Ça, justement, c'est vrai. Mais, ce sont nos réalités. Parlant de ça, c'est une ouverture d'esprit aussi, ça. Au moins, ici, tu es dans un pays où tu vois que, bon, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Obligation, en fait. C'est pas forcément une C'est ça. obligation. C'est quelque chose, déjà. Mais, Ça te permet d'abord d'avoir des perspectives que tu ne voyais pas du tout. et tu peux même prendre ton temps. C'est ça. C'est ça. Clairement, prendre ton temps. Toujours est-il qu'on dit que parfois l'horloge de la vie... Mais si c'est pas un objectif pour toi, toi tu t'en fous de l'horloge. Oui, ça c'est vrai quand même. Est-ce que, avec l'expérience que vous avez ici, est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez des gens qui sont venus, qui ne sont plus rentrés? Est-ce que vous comprenez? Ou pour vous c'est toujours bizarre? Moi, je comprends. En tant que fille, je comprends. Ok. Parce que je vais pas parler pour tous les pays d'Afrique, mais pour toutes les filles qui viennent d'un pays d'Afrique que j'ai rencontré, on a plus de liberté ici. Pas forcément parce que c'est dangereux en Afrique mais c'est plus par rapport à la société. On va te dire, peut-être tu devrais pas faire ça, fais plutôt ceci, ne va pas forcément là-bas. Alors que ici, si je veux trouver un travail et que j'en ai un, je peux le garder si je veux. On va pas me dire, non, mais tu vas finir tard, donc il faut que tu rentres à la maison à telle heure. On va pas te dire,
te mettre une pression sur comment tu décides de vivre ta vie. Il y a une liberté que tu n'as pas forcément, dépendamment du pays, plus ou moins. Et puis, tu apprends en fait une certaine forme d'indépendance que tu n'as pas forcément là-bas. Un jour, tu te lèves, tu dis, bon, je vais aller à Ottawa passer le week-end. Tu te lèves, tu pars. Tu peux pas faire ça là-bas. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que vos parents ne sont pas là? Moi, je pense que oui et non. Quoi? Parce qu'il y a des gens que je connais qui sont venus, soit ils vivent en famille et c'est leurs parents qui ont immigré, soit ils sont venus en même temps que le reste de leur famille il y a quelques années, quelques mois, et ils s'adaptent en réalité. Parce qu'ils savent qu'il y a les infrastructures, ils savent que si jamais il y a un problème, on peut te localiser, tu seras toujours avec un ami de confiance, si jamais tu as les réflexes déjà toi-même de le faire. Alors que si un matin je me lève, je pars de Brazza à Pointe-Noire, je vais faire comment? Est-ce que je prends l'avion? Est-ce que je prends le bus? Si je prends le bus, est-ce que j'aurai de la connexion? Si j'ai pas la connexion, je vais aller chez qui? Je vais faire comment? Je peux pas aller n'importe où parce que j'ai pas forcément le bon repère. Ici, je sors mon téléphone, je vais aller à Laval, je connais Laval sur mon téléphone. Je peux pas connaître Pointe-Noire sur mon téléphone comme ça. Il y aura forcément des choses qui vont changer. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui change. En fait, en moins d'1 minute, elle a parlé de tous les problèmes qu'on a en Afrique. Moi, je te dis, on va commencer ça, on va se taper dans le sujet, on va En fait, simplement, elle a parlé de tous les problèmes qu'on a liés au déplacement. Et surtout que le genre ou le sexe féminin en Afrique, c'est trop conditionné, c'est trop caduque. Oui, c'est vrai. Les choses à revoir. Donc, moi, je comprends je comprends des femmes ou bien des filles qui viennent ici et qui se trouvent plus à l'aise. Parce qu'en Afrique, être une fille ou une femme, c'est pas facile. Non, mais est-ce que c'est pas facile? C'est pas facile. Non, souvent, je dis, c'est peut-être aussi, c'est la manière de voir la femme chez nous aussi, hein. Mais c'est ça que tu dis, c'est le code, c'est sacré. Le code culturel qu'il y a autour de ça. Oui, c'est sacré, c'est pas facile. C'est vrai. Mais pour revenir à ta question, moi, je comprends parfaitement ceux qui sont venus, ils sont pas rentrés. Moi, je connais des gens qui sont parfaitement. Explique. Mais moi, je suis là depuis. Développe. Mais je suis pas rentré. Pourquoi? Déjà, parce que souvent quand on vient, on se dit, tant que je n'atteins pas mes objectifs, je ne suis pas à l'aise. Tu vois. Si bien qu'il y a des gens qui se disent, par exemple, tant que je n'atteins pas l'objectif, tant que je ne finis pas les études, je vais pas rentrer. Il y a des gens qui vont jusqu'à dire, tant que j'ai pas la nationalité, je vais pas rentrer. Il y a quelque chose qu'on oublie souvent. En fait, cette histoire d'immigration, de permis de travail, et résidence, mais ça prend trop d'énergie. C'est du stress. C'est difficile, hein. C'est bien que simplement y penser, ça va te faire oublier le pays. Faut pas que tu rentres et après tu commences à Il y a des histoires, tu vois. C'est bien que on se dit, minimum, je vais rester jusqu'à avoir la résidence d'abord avant de bouger. Ouais. C'est bien qu'ils sont là, tranquilles. Parfois, il y a aussi certaines personnes qui viennent, ils concilient études et boulot. Quand tu concilies études et boulot, tu ne peux pas réaliser quelque chose au pays. Parce que tu dois aller étudier. Généralement, je dirais, c'est une petite portion des étudiants et étudiantes qui viennent ici et qui sont financés par les parents. C'est une petite portion. Même celles qui sont financées par les parents. Parfois, les parents leur disent, il faut m'aider. Débrouille-toi. 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 Et elles doivent payer le loyer. Elles-mêmes, elles doivent peut-être payer une partie du loyer, peut-être le téléphone. Il y a plein de trucs. Peut-être que la jeune étudiante, le jeune étudiant n'était même pas habitué au pays. Au pays, il n'a jamais payé téléphone. Il n'a jamais payé. Il sait même pas à quoi une facture ça ressemble. Merci, tu as tout dit. Il sait même pas à quoi ressemble une facture. Et dès qu'il vient ici, papa envoie 1, 2, va dire, j'ai appris qu'il y a l'emploi partout ici, hein. Alors que... TikTok. Alors que c'est pas le cas. Le TikTok procède du Canada, c'est ça. Alors que c'est pas le cas. Donc, l'enfant doit commencer par essayer de faire truc. Alors que, dans la mentalité, c'est que comme il est ici, il doit réaliser au pays. Il doit faire ceci. Mais le peu qu'il trouve, il doit investir ça dans ses études, il doit se nourrir, il doit vivre ici. Il doit vivre. Voilà. Donc, avec tout ça, là, qu'il finit ses études, je dis non, je vais me prendre le temps de travailler, peut-être, de me stabiliser, et puis d'avoir quelque chose financièrement avant de rentrer. Donc, tout ça, là, fait que les gens ne veulent pas rentrer. Moi, ça fait 6 ans que je suis là. Il y a papa, mes frères et mes parents qui me manquent. Le pays ne me manque pas autant. Je suis désolé, mais le Bénin ne me manque pas autant. On a besoin de toi dans l'administration, man. Il ne te manque pas. En termes de jugement, genre le regard que chaque jeunesse porte l'une envers l'autre, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la jalousie
excusez le thème, entre la jeunesse de la diaspora et celle qui est au pays, ou est-ce que ceux de la diaspora regardent ceux qui sont payés en regardant de haut, en fait? Est-ce qu'il y a une condescendance dans les propos? Comment vous pensez? Je sais pas comment formuler la question, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Non, moi, de mon point de vue, les deux méprisent les deux à un certain niveau et les deux jalousent les deux à un certain niveau. Les gens qui sont nés et qui ont grandi en Occident, ils ont tendance à voir tu sais, le concept de blédard. Ouais, il est pas vraiment éduqué, il sait pas bien parler. Non, le concept de blédard, c'est quelque chose que j'aime pas. Parce que. C'est discriminant le mot même de base. C'est déjà discriminant. Je me dis, j'ai grandi dans un pays d'Afrique, donc je suis une blédarde parce que j'ai pas les manières de l'Occident. C'est ça que tu veux dire. Mais à partir du moment où tu as un minimum de moyens, c'est pour ça que le fait que la classe moyenne, elle existe pas beaucoup dans les pays d'Afrique, ça facilite le truc. Parce que dès que tu as un peu de moyens, tu as accès à un niveau de vie que tu pourrais jamais avoir là-bas. Et c'est pour ça que les gens les plus riches que j'ai pu côtoyer, qui viennent des pays d'Afrique, qui ont grandi là-bas, ils prennent de beaucoup de gens qui sont nés et qui ont grandi par exemple en France, parce qu'ils se disent le cliché des gens de cité, le cliché de ceux qui vont pas forcément faire de longues études, qui vont être discriminés partout où ils ont pas connu la belle vie entre guillemets, parce que être né et avoir grandi en France par exemple, ça te donne la nationalité et une certaine culture. Mais naître dans une bonne famille riche en Afrique, tu as tout un personnel de maison, tu as des habits de marque, et c'est plus facile de vivre avec les moyens en Afrique que vivre moyennement en Occident. Donc les gens qui vivent richement en Afrique, ils prennent de haut tous ceux qui sont nés et qui ont grandi en Occident, parce qu'ils leur disent mais vous connaissez pas l'Afrique qu'on voit. Vous pensez qu'on est des sauvages, qu'on vit dans la savane et tout, mais vous connaissez pas l'Afrique qu'on voit. Mais ceux qui ont grandi du coup en Occident, ils se disent mais vous avez pas forcément internet, ce genre de choses. Mais c'est daté là, c'est daté. Mais c'est totalement vrai ce qu'elle dit. En ce sens que moi souvent j'ai l'impression que les deux se méprisent un peu. Mais ce qui m'arrive, ce que je vois souvent quand je discute généralement, c'est que les gens ne te perçoivent plus de la même manière comme ils te percevaient quand tu n'avais pas voyagé. En fait, ça change. Je ne sais pas comment ça se passe, mais ça change. Le regard que tes amis avaient sur toi change. Je dis souvent pour me moquer de cette chose, je dis, c'est toujours bien de voir les gens qui n'avaient aucune considération pour toi, hier, devenus de tout petits chatons mignons. Ils se calment, quoi. Ils te parlent maintenant avec respect. Je ne sais pas comment ça arrive, mais ça change automatiquement. Mais, moi-même, je sais que ça crée un peu de jalousie. C'est-à-dire, il a eu la chance de voyager. Simplement ça. Pour moi, c'est pas mauvais au fond. C'est un peu de la frustration, tu vois. Jalousie, oui, c'est un truc qui existe en fait. C'est un peu de la frustration. Mais l'autre chose dans le sens de nous, ceux qui ont né ici, grandi ici, ceux qui sont venus, qui ont passé du temps. Le truc, c'est que il faut faire très attention à quelque chose. C'est-à-dire, notre manière de vivre ici. Nous, on a vu des choses que les autres n'ont jamais vues. Des manières de faire. Si bien que quand tu rentres, tu vas voir que il y a un contraste. Simplement, même en discutant avec eux à distance, tu vois que les gens ne pensent pas de la même manière que toi. Et si tu veux rentrer dans cette discussion de manière brutale, ça va te donner l'air d'être arrogant, de quelqu'un qui se voit suffisant, qui le dépasse déjà, alors que on est resté ensemble ici tout de suite là, et lui il se prend déjà. Alors que toi, dans ta tête, c'est pas pour brutaliser du tout, c'est pas pour être condescendant du tout, c'est pas pour mépriser du tout, non. C'est juste ta manière de voir les choses qui ont changé parce que tu vis ailleurs, simplement. Mais après, il y a aussi le fait que les gens qui sont partis à 20 ans, par exemple, toi, c'est pas encore le cas, mais ceux qui sont partis il y a très longtemps, ils ont une image qui est dépassée de ceux qui ont laissé. Mais ils ne savent pas. Ils ont une vision peut-être réelle de ce qu'il y a aujourd'hui dans le contexte d'aujourd'hui et des immigrants qui viennent de leur pays, mais ils connaissent plus leur pays. Ils connaissent le pays d'avant, ils connaissent plus le pays d'aujourd'hui. C'est vrai. Donc quand ils partent, ils reviennent déjà même au niveau de la langue. Des fois, par exemple, si on prend quelqu'un qui vient, je sais pas moi, du Maroc ou de l'Algérie, la langue qu'il a laissée en partant, elle a évolué parce que les jeunes, ils ont ramené d'autres mots. Il y a des expressions qui changent. Donc, quand il revient, lui-même, il est choqué. Je te jure, ce truc-là qu'elle dit, c'est vrai. Hein. Il y a des expressions que les jeunes créent. Toi-même, tu ne comprends même pas. Même aujourd'hui, le français, il y a des débats en France où l'utilisation des mots comme wesh ou frérot. Il faut l'introduire. Ça crée de l'amalgame entre la vieille génération et la nouvelle génération. Donc, ça, c'est un truc qu'il y a dans tous les pays.
Clairement. Donc, en fin de compte, il y a du mépris un peu des deux côtés. Oui, des deux côtés. Et il faut aussi reconnaître que la jalousie, c'est un truc qui existe. Les gens font semblant de dire. Non, c'est normal. La jalousie, ça existe. Parce que, en termes, les procédures de voyage, par exemple, c'est pas forcément le plus intelligent, celui qui était le plus riche, ou bien la personne qui a la meilleure famille. Ça fait que tu vois peut-être quelqu'un qui a voyagé, tu te dis, mais qu'est-ce que lui, il a de plus que moi, il a pu voyager. Donc, la jalousie, c'est un truc qui est normal, mais c'est juste quand ça devient négatif, on veut nuire à l'autre, c'est là qu'il y a un problème. Sinon, c'est juste là, sinon. il faut être frustré dans la vie pour évoluer, il faut être jaloux pour évoluer, sinon tu ne vas rien Clairement. faire. Donc, il faut être frustré. Il faut être frustré dans la vie pour évoluer, sinon tu ne vas rien faire. C'est quand tu as mal que tu te dis ce qu'il fait là, je peux le faire aussi. Justement, clairement. Parce que tant que tu n'es pas frustré, tant que tu ne vas pas vouloir faire plus. Clairement. Parce que, comme il le dit, le processus de voyage, moi, je suis dedans tout le temps. Tout le temps. Avec des réussites, avec des échecs. Mais c'est pas le meilleur dossier qui réussit. Tiens, il y a des dossiers sur lesquels moi je fais des jours sur des jours. Et à la fin, je tape auto. Il y a des dossiers sur lesquels je fais des jours, je ne fais même pas plusieurs jours. Et ça réussit. Donc, c'est de la chance aussi quelque part. C'est de la chance aussi quelque part. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de, je veux pas dire, il y a plus de jeunesse africaine en Occident et dans les pays développés qu'en Afrique, mais il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui ont cette opportunité-là de voyager, de sortir. Donc aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire s'identifier en tant qu'étant africain, prendre des décisions, bien parler dans les côtes de l'Afrique? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui s'identifier en étant qu'Africain? Est-ce que c'est forcément il faut vivre au pays, il faut être dans la diaspora et tout? Ah, ça c'est une très bonne question. Déjà, en ce qui me concerne, encore une fois, j'ai pas grandi dans le pays de mes parents. Donc si je donne le contexte Cameroun-Congo, est-ce que je me sens forcément camerounaise? C'est difficile à dire parce que je le suis. Mais est-ce que j'ai le sentiment d'appartenance? Pas forcément. Parce que toutes les fois où je suis allée là-bas, l'accent déjà, j'ai pas l'accent. Ouais, c'est ça. Les goûts musicaux, je les ai pas forcément. Tous les trucs dont mes cousins, cousines, ils vont parler, le langage déjà des jeunes, je l'ai pas, je comprends pas forcément ce qu'ils disent, parce qu'ils utilisent des mots qui n'existent pas au Congo, à Brazza. C'est ça. Donc, je suis forcément décalée. J'appartiens pas à cette culture, mais j'appartiens à ce pays. Donc, j'imagine que pour un Africain qui est né, qui a grandi en Afrique, il y a une culture africaine et propre à chaque pays qui vont forcément avoir. Ils vont se dire, bon, j'ai absorbé tout ce qu'il y avait dans mon environnement et je vais l'emporter partout avec moi. Ouais. Mais pour ceux qui sont nés à l'étranger, qui ont grandi à l'étranger, je pense que beaucoup d'entre eux savent qu'ils sont africains, mais se sentent pas forcément africains parce qu'on les laisse dans le pays d'origine de leurs parents. Ils seront pas chez eux. Ils auront pas les codes. Se sentir à l'aise. C'est ça. Je vais pas parler pour eux parce que peut-être qu'il y en a certains, on les a jetés là-bas, ils étaient comme des poissons dans l'eau. Mais moi, je sais que si on me jette au Congo, je vais pouvoir me débrouiller. Si on me jette au Cameroun, je sais pas parce que j'ai pas les codes. Donc, c'est totalement vrai ce qu'elle dit. Hein. C'est totalement vrai. Et ça arrive. Comme on est footballeur, on voit les footballeurs qui décident de jouer pour jouer pour la France et que ça crée un tollé. Mais le gars est né, grandi, éduqué, nourri en France toute sa vie. C'est chez lui. C'est chez lui. C'est chez lui. Donc, ce qui fait que représenter l'Afrique pour ceux-là, c'est difficile. Parce que c'est pas des gens qui se sentent africains. Ils sont africains pas alliance, pas le sang. Oui, c'est ça. Pas alliance du sang. Mais ils sont pas africains, pas vécu. Nous sommes africains, pas alliance du sang et pas vécu. Nous vivons l'africanité. Nous sommes africains d'abord. On dit qu'il y a une jeunesse qui se sent plus légitime d'être africaine que l'autre. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des parties de la culture. Il y aura forcément des morceaux de la culture qui va rester tant qu'ils ont leurs parents et la communauté. Mais l'environnement, il y a des choses, même avec toute la volonté du monde, les parents, ils peuvent pas transmettre ça. Ouais, c'est ça. C'est la rue, c'est l'école, c'est les amis. Beaucoup. Les parents, ils peuvent pas transmettre, parce que eux-mêmes, ils ont pas. C'est pas eux la rue, c'est pas eux l'école, c'est pas eux la cantine ou quelque chose. Ils peuvent pas. Moi, par exemple, un truc banal. La première, quand je suis venu ici en 2020, j'avais un ami blanc là. Et moi, je marchais avec lui dans la rue, j'ai vu une jolie fille faire passer. J'ai voulu lui dire, ah, ça ne se fait pas, on ne fait pas ci. J'ai dit, mais en Afrique, ça, c'est ce que nous on fait. Tu vois? Ce qui se faisait. non, mais je te parle. Jusqu'à ce que tu sois parti. Ça, c'est ce qui se faisait. Mais on m'a dit que ça se faisait. Mais actuellement, c'est aussi discuté. donc, tu vois, comme elle a dit, c'est la rue, il y a beaucoup de choses. Les parents ne pourront jamais transmettre ça. Mais je ne pense pas que ce soit une question de légitimité. C'est une question de qui se sent africain. En fait, moi, je parle de légitimité en termes de... Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas rester, par exemple, dans la diaspora et donner ton avis sur une décision. Tu vas tout de suite entendre dire, mais
toi, tu ne vis pas en Afrique, comment ça se fait que tu connaisses des choses, tu peux prendre des décisions pour des gens qui vivent là-bas, en fait. Oui. Moi, je parle de cette légitimité-là, genre de participer aux décisions, de parler, de dire telle chose est bonne pour l'Afrique, telle chose n'est pas bonne. Mais si tu ne vis pas là-bas, tu ne peux pas savoir, tu n'as pas forcément le recul pour dire, mais telle chose, avec ce contexte social, ça peut passer, telle chose, ça peut pas passer. Je parle de cette légitimité-là. Oui, ça, c'est le vécu. Si tu n'as pas vécu vraiment en Afrique, tu ne peux pas savoir si c'est bon ou pas. Mais il y a des gens qui restent totalement en Europe, qui disent des trucs pour l'Afrique, qui sont bien. Seulement que nous ne les trouvons pas légitimes. C'est ça, ça je t'ai dit, c'est ça. Ils ont raison, mais on va préférer écouter ceux qui parlent. Justement, ils ont raison. Hein. On sait qu'ils ont raison, mais on va pas les écouter. Mais c'est quand même un pauvre qui donne des conseils de richesse. Qui n'a pas l'argent, tu me donnes des conseils. Voilà, par exemple. C'est comme un pauvre qui donne des conseils de richesse. Justement, personne ne va l'écouter. Alors que on sait que ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est peut-être vrai. Mais non, c'est peut-être vrai. Mais on veut pas l'écouter parce qu'on se dit, bon, lui, c'est pas celui qui doit donner ce conseil. Il n'est pas parmi nous, c'est bon. Non, c'est vrai. C'est totalement vrai. Non, si on va au-delà de ce mépris, de cette légitimité de se sentir africain ou non, qu'est-ce que cette deux jeunesses-là, que ce soit la jeunesse africaine qui grandit au pays, la jeunesse de la diaspora, qu'est-ce que cette deux jeunesses-là peut faire ensemble dans le bien de l'Afrique? Déjà, faut laisser le mépris. Faut laisser le mépris. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'Africains parce que, de manière générale, tous les Africains que je connaisse, ils ont beaucoup de fierté. M'incluant. L'Africain est très fier. Ouais, on est très, très, très fiers. Et on est très sensible sur certains sujets. Quand tu vas dire à l'Africain de dire je te sais excuser. C'est là que vous allez vous battre. Il sait qu'il a tort, mais s'excuser là, tu ne vas jamais. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de fierté. Je vais parler pour les Camerounais parce que je les ai croisés quand même beaucoup. Je sais que si jamais moi j'émets une critique sur le Cameroun parce que je viens de l'extérieur et en tant que personne de l'extérieur, c'est quelque chose de bizarre, ça va pas passer. Et je sais que les conflits Côte d'Ivoire, Cameroun, Algérie, Maroc, je sais pas si vous avez ça, Bénin, Togo, je sais pas si c'est chez vous aussi. Bénin, Togo, Bénin, Niger, dernièrement, c'est le Niger qui nous. Ah oui? Oui. Moi, je sais même pas pourquoi ils nous cherchent, on n'aime pas concurrence avec eux. Avec l'existence de la ES et tout. Non. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de fierté. C'est pas mauvais, dans une certaine mesure. Mais laisser la fierté peut-être pour écouter ce que les autres ont à dire, ça serait bien. Ensuite, moi, je pars du principe que toute personne africaine, qu'elle se sente africaine ou pas, elle a sa place en Afrique. Oui. Donc, si ce que tu veux, c'est le bien de ton pays ou du pays de tes parents, tant que tu viens avec une bonne intention et que tu es prêt à écouter les gens qui savent de quoi il est question, c'est bon. Et tant que tu es prêt à écouter les gens qui ont plus d'expérience que toi, c'est bon aussi. Mais c'est difficile. C'est difficile, surtout pour la diaspora, parce que ceux qui sont nés, ils n'ont pas forcément la tâche. Donc ils se disent, je veux appartenir à ce groupe, mais dès que je parle, on me dit que je suis pas légitime à le faire. Donc est-ce que je vais rester ici finalement? Moi, c'est ça. Et ce qu'elle dit, je suis totalement d'accord. Mais j'ai l'impression que ça change maintenant. Ça change en ce sens que de plus en plus de jeunes Africains viennent ici tôt. Tu vois, c'est ça. Ils viennent ici tôt. Et puis, cette manière de penser est en train d'évoluer. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas forcément celui qui est là, forcément, qui comprend mieux la chose que les autres. Et parfois, beaucoup sont nés à l'étranger, pas totalement dans les bonnes conditions. Il y a des gens dont les parents fuient l'Afrique, par exemple. Tu vois? Les contextes de conflit et tout ça. Et puis, un parent qui fuit l'Afrique et qui met au monde un enfant à l'extérieur, ce parents n'oublient pas généralement l'Afrique. Ils ont souvent envie de rentrer. Donc, ils sont là aux nouvelles, tout. Donc, l'enfant, même s'il n'est pas dans notre monde, il voit quand même son père être un peu attaché. Donc, il veut aussi y participer, il veut aussi discuter. L'autre chose aussi, c'est que les gens en Afrique, généralement, ne sont pas honnêtes. Dans quel sens? Voilà. Il y a un problème de confiance entre nos jeunes en Afrique et nous. Okay. Nous, quand nous voyageons, généralement, on a envie de faire des choses avec ceux qui sont au pays. Mais ceux qui sont au pays ne sont pas souvent honnêtes avec nous. Par exemple, ça c'est courant. Et tu vas entendre plusieurs personnes vont dire, j'étais l'ami là-bas, il a dit, il avait tel projet, on a rien investi dedans, je lui ai envoyé l'argent, il a bouffé l'argent, il a disparu. En oubliant que, ce faisant, il casse peut-être une opportunité pour 10, 20 d'autres jeunes qui vont venir avec de bonnes intentions. Mais comme cette personne a déjà eu ce passé-là, il va pas vouloir s'y investir encore. Oui, c'est ça. Tu vois? Et plus,
Ce sont des choses comme ça qui facilitent encore plus la pauvreté de la jeunesse. Parce que quelqu'un qui souffre, il se bat ici, malgré ça, il trouve un peu d'argent. Tu dis, tu as un bon projet, il envoie. Et puis, il n'a plus rien. Du jour au lendemain, il n'a plus rien. Tu disparais. Tu vois? Quelqu'un d'autre va venir le voir avec un bon projet, il va pas vouloir. C'est Si ça. c'est intéressé. Donc, c'est en ça que je disais que les jeunes de notre génération, de l'autre côté, ne sont pas honnêtes. Donc, il n'y a pas cette confiance entre nous, qui avions voyagé déjà, même ceux qui sont nés ici et ceux qui sont restés au pays. Il n'y a pas cette confiance-là. Alors que s'il n'y a pas la confiance, rien n'est possible. Donc, et c'est pour ça Il faut que... déjà commencer par se faire confiance. Oui, mais généralement, ceux qui sont à l'extérieur font confiance à ceux qui sont en Afrique. Ouais. Dans tous les cas, eux, ils n'ont pas le choix. Si tu veux vraiment C'est vrai. faire un truc au pays, il faut que tu aies confiance à quelqu'un. Voilà. Te déplacer toi-même, C'est impossible. Tant que tu peux pas te déplacer. c'est compliqué. Donc, Voilà. il faut que tu fasses confiance à quelqu'un au pays. Et puis, alors qu'ils trahissent facilement la confiance. En plus, ils savent que tu n'es pas là. Et même quand tu vas C'est rentrer, ça, ça en fait un mois que tu as fait. Donc, tu vas juste crier un peu. Là, l'argent, là, ils vont bouffer cette nuit. Donc, tu vois, alors. Maintenant, est-ce que il y a aussi un truc qui est mal vu, c'est que un jeune qui a grandi en Afrique, qui vient dans la diaspora, peu importe le pays, et du jour au lendemain, est-ce que je vais dire du jour au lendemain? Parfois, peut-être que lui-même, il a changé dans son habitude. Parfois, il n'a pas changé, mais la manière dont on le perçoit, comme tu l'as dit, la condition humaine est comme ça. Dès que quelqu'un change d'état, que ce soit en termes de supériorité ou d'infériorité, la condition humaine change toujours avec cette personne-là. Comment ça se fait que on commence à critiquer, par exemple, je prends l'exemple simple des joueurs, par exemple, de football africain, la plupart d'entre eux se marient, par exemple, à des blanches, et ça crée aussi un grand débat, c'est un débat parallèle que les gens... Pourquoi il y a cette vision de, quand tu es africain, tu dois garder le code dans lequel on t'a enseigné, on t'a éduqué, tu dois garder ça jusqu'à la fin. Pourquoi il y a ce côté-là, en fait? C'est peut-être une réaction au système. Voilà. Parce que les footballeurs, par exemple, qui sont nés dans la diaspora africaine, ils vont tendance à avoir déjà des problèmes de racisme et de colorisme. Ouais. Et ils se disent, je suis pas au niveau, au vu de la société en tout cas, au niveau des blancs, par exemple. C'est ça. Donc si jamais j'ai une femme blanche, c'est comme si je prouve que j'ai vraiment réussi. Il a égalisé le score. Si j'ai une femme blanche, c'est parce que je peux l'avoir, parce que je peux avoir toutes les femmes. Mais si j'ai une femme de ma communauté, c'est parce que je peux avoir qu'elle. Il y a cette idée-là aussi. Okay. Et c'est un problème pour moi parce que souvent dans les contextes très racistes, il y a et le racisme et la misogynie et une partie du tribalisme qu'on va ramener de nos pays et tout. Et on va se dire, moi je veux réussir le plus possible dans toutes les sphères. Mais pour que je monte, faut forcément qu'il y ait quelqu'un en dessous de moi. Ouais. Donc soit je marche sur ceux qui sont en dessous de moi, soit je mets quelqu'un en dessous de moi directement. Et souvent les hommes noirs ou africains de manière générale, quand ils ont accès à une femme blanche, c'est un symbole de réussite. Non, Parce qu'ils se disent, tranquille. elle vient d'un meilleur niveau social. Elle a dit généralement. Généralement, pas toujours, Oui. pas toujours. Mais ils se disent souvent, elle vient d'un meilleur niveau au vu de la société. Donc si j'ai réussi à la voir, c'est qu'elle a estimé que moi aussi j'ai réussi à me hisser à sa hauteur. Parce que souvent, malheureusement, les femmes des hommes très riches, elles sont un symbole de leur statut. Ouais. C'est souvent le cas. Oui. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est Pas vrai. toujours. Non. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Non, en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Mais c'est pas dans un sens. Dans le sens des femmes aussi. Ouais, c'est ça. Dans l'autre sens aussi. Ah Ouais. Oui. Ouais. Il y a des femmes qui préfèrent 10 000 fois épouser un homme riche. Des femmes noires africaines préfèrent épouser un homme riche. Pas un homme riche, un homme blanc. Oui. Parce qu'elles vont dire, dès que, si mon mari c'est un blanc, c'est que j'ai accès à la sphère des blancs, directement. Il pourra m'ouvrir les portes là-bas. Les hommes aussi, quand ils sont confrontés à ces genres de trucs, ils se disent, si j'ai une femme blanche avec moi, bon, ça ouvre des portes. Tu vois? Donc là, c'est plus, on sait que, généralement, les relations sont d'une manière ou d'une autre intéressées, mais là, ça crée d'autres problèmes. C'est pour ça, souvent, quand moi, je vois des gens dire, mais pourquoi lui, dès qu'ils réussissent, ils prennent une blanche. Souvent, les gens ne comprennent pas ce que ça fait, ce que ça veut dire, la pression sociale liée à ça. C'est trop subtil, hein. Souvent, c'est subtil. Il faut être dedans pour comprendre. C'est-à-dire, c'est subtil. Surtout quand un homme est en train de monter. Il évolue, il prospère. Et il a l'impression que si jamais il sort avec une femme noire, peut-être même africaine noire, il sera mal vu. Il y a des gens qui font très attention à comment on va les percevoir dans la société. Donc, à cause de ça,
il sait bien, mais il va se mettre avec une blanche. Sinon, on a eu trop de cas, de problèmes liés. Déjà, vous n'êtes pas de la même culture. On sait ça. Mais on a eu beaucoup de cas. Mais en plus, toi, tu as réussi. Donc, c'est pas prendre une femme africaine qui est difficile. Tu vois. Mais il va préférer prendre une blanche. Et avec tous les problèmes qui sont liés à ça. Pourquoi? Possible. Possible, oui, voilà. Possible, lié à ça. Okay. Mais pourquoi? Parce que il va se dire que ça va lui ouvrir des portes à gauche, à droite. Bon, encore que une africaine, c'est pas assurance tout risque non plus. Donc, dans tous les cas, le risque est partout. Oui. Si vous avez un message à adresser, que ce soit à adresser plutôt que ce soit à l'envers de la jeunesse qui est grandie en Afrique, de la jeunesse de la diaspora, qu'est-ce que vous direz pour conclure cet épisode du podcast? Gardez l'œil ouvert. Ce serait ça. D'un côté comme de l'autre. Les choses sont pas comme vous pensez. Et parfois, expérimenter une réalité comme une autre, c'est le seul moyen de savoir ce qui se passe vraiment. Okay. Je suis totalement d'accord. Gardez vraiment l'œil ouvert. C'est comme si vous voulez placer. Comment garder l'œil ouvert? Non, mais... C'est un mot. Les gens ne savent pas ce qu'ils pensent. Un Africain en Afrique, il pense que arriver ici, c'est forcément avoir la vie facile. Et c'est pas du tout le cas. Et un Africain qui est né, qui a grandi en Occident, il pense que arriver en Afrique, c'est repartir presque à un état précolonial. Ce qui n'est pas non plus le cas. Merci dépend beaucoup. Des moyens que tu te donnes et que tu as à ta disposition. Donc, gardez l'œil ouvert. Peut-être que tu as un meilleur avenir qui t'attend en Afrique qu'ici. Ok. Donc, pour finir, que l'on soit de la diaspora ou bien que l'on soit en Afrique, pour le bien de notre continent ou de nos différents pays, il faut forcément qu'on se fasse confiance, qu'on collabore. Dans tous les cas, notre futur est lié. Parce que on n'a pas le choix. Peu importe la manière dont tu vas t'adapter, à un moment donné, ils vont te rappeler que tu n'es pas... Justement, et c'est ça que... Attends, je vais ajouter un truc. C'est-à-dire, il faut qu'on réapprenne à aimer l'Afrique. C'est-à-dire, il faut que chacun soit ambassadeur de... Je veux apporter quelque chose en Afrique, quoi. Tôt ou tard, quoi. Tu comprends? Peu importe combien de coups vous allez recevoir, combien de fois ils vont vous trahir, vos amis vont briser votre confiance. Si le coup t'a tué, c'est fini. Non, mais en fait, je veux juste qu'on se sente ambassadeur de l'Afrique. Parce que moi, il y a un truc qui me frappe ici. Hein. C'est que, et pour sur ce point, je dis souvent chapeau blanc, ils aiment leur pays. Ouais. Honnêtement, ils aiment leur pays, quoi. Ouais. Ils aiment leur pays. Moi, j'ai l'impression que, souvent je dis les Africains aiment l'Afrique, mais les dirigeants africains n'aiment pas l'Afrique. Mais c'est ça que je voulais dire, mais on va s'éterniser, je pense. C'est mieux de clôturer. Parce que façon, le pays aussi, pour l'aimer, il faut que le pays ait aussi une image d'abord. Donc, ce sera la fin de cet épisode. Si tu as un autre message à envoyer. Non, j'ai pas d'autre message. Tout ce que je vais dire, c'est écoutez Carmen, gardez l'œil ouvert. Et surtout que le futur de l'Afrique, le futur de n'importe quelle nation, dans tous les cas, c'est la jeunesse. Donc, il faut vraiment trouver cette facilité-là pour qu'on puisse communiquer, s'entendre, se faire confiance et faire évoluer les choses. Que ce soit que la jeunesse qui vient d'Afrique nous apporte de la culture africaine à ceux qui sont à la diaspora et que ceux de la diaspora apportent, je vais pas dire du modernisme, mais de nouvelles perspectives à celles en Afrique. Je pense que dans l'un ou l'autre des sens, le mieux serait d'agir de sorte à évoluer. Et il faut essayer de voyager, d'aller découvrir d'autres choses, de revenir, implémenter ces choses-là. Même si c'est voyager à n'importe quel pays d'Afrique. Hein. Quitter le Bénin pour aller au Togo, même il faut voyager. Non, l'Afrique, c'est assez beau pour qu'on soit tous entre nous. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir ici. Mais si vous voulez venir, venez. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast. Je vais vous inviter à vous abonner, à laisser un commentaire et à nous dire surtout si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on s'exprime. Si vous avez envie de passer dans l'épisode, de nous laisser un message et ce sera tout pour cet épisode. Et d'ici là, restez curieux et vrai. Il faut lancer un appel, il faut leur dire de s'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît, merci. On vous attend dans les commentaires.